Je vais vous raconter l'histoire d'Agnès, une jeune humanitaire française partie en Afrique le cœur plein d'idéal pour secourir des femmes et des enfants atteints du sida. Au cours de sa mission, elle a été assassinée. C'était le 31 décembre 2007, dans un village perdu du Burundi. Elles étaient 5 jeunes femmes dans une voiture d'action contre la faim, une ONG française. Leur véhicule a été mitraillé. On s'engage dans ce chemin, et là... Agnès reçoit une balle dans le ventre et meurt quelques heures plus tard. Elle avait 31 ans. Qui a tué Agnès et pourquoi? Crime crapuleux? Règlement de compte? Intimidation? Depuis sa mort, aucune réponse de la justice. Pendant 1 an, j'ai accompagné sa sœur Séverine, qui a décidé de tout faire pour retrouver les tueurs. Elle en a fait le combat de sa vie. Agnès, son nom ne sera pas associé à impunité. On les collera pas ensemble. Je veux qu'on lui rende justice. Ouais. Ensemble, nous sommes partis au Burundi, sur les traces d'Agnès. C'est un témoignage de mémoire. Ça n'est pas une enquête. Oui. C'est pas possible. Hein. Je suis persuadée que les gens savent pertinemment ce qui s'est passé. Et ils ne disent pas parce que c'est une question de survie. Maintenant, c'est ou vous bougez, ou vous continuez à faire semblant. Je vais être casse-pied, Raphaël. Et je suis pas venue là pour faire du politiquement correct. À travers Séverine, j'ai voulu mieux connaître Agnès. Qui était cette jeune femme? Pourquoi avait-elle décidé de s'engager dans l'humanitaire? Était-elle suffisamment préparée à cette mission? Connaissait-elle les risques? Plongée au cœur d'une enquête troublante, récit d'une famille française qui se dit abandonnée par l'État. Ce sentiment que finalement on vous écoute, Séverine, on vous parle, on vous rassure, mais qu'en fait tout le monde s'en fout et qu'il y a un désintérêt total sur cette enquête. Et si c'était ma sœur qui avait été tuée, aurais-je le même courage que Séverine pour mener ce combat à la recherche de la vérité? Agnès adorait cette région. Elle est née là. Donc c'est toute notre enfance, c'est tout... c'est toute la joie, l'innocence, c'est les jeux, les blagues, les cabanes. La Bourgogne est une région qu'Agnès aimait énormément. Quand elle se présentait, elle disait « je suis bourguignonne ». Agnès avait une capacité à voir ce qui était beau. Elle savait voir ce qui était beau partout. Quand elle regardait ces paysages, elle était tout le temps en train de s'émerveiller. Et j'aime bien revenir aussi et mettre comme si je mettais ses lunettes à elle et regarder tout ça avec ses yeux en me disant oui, c'est vrai que c'est beau, quoi. Nous sommes en Bourgogne, dans le village de Blano. Séverine retrouve Gilles, son père. Elle vient chercher auprès de lui le réconfort et l'énergie nécessaire à son combat. Un peu d'eau. C'est un point de départ, moi c'est comme un trampoline de partir d'ici. C'est revenir aux sources pour partir dans le champ de bataille, quoi. C'est vrai que
Chaque fois qu'on voit ces photos, ben, c'est le sourire, c'est le clown, c'est tout ça, quoi. En fait, elle était très gaie comme une jeune fille. Alors petit, on vivait souvent comme ça en short culotte, torse nu. Ah oui, oui, effectivement. J'aime bien celle-là. Entouré de mes filles. Pas facile de regarder toutes ces photos. Pouf. Du jour où elle est partie d'ici pour partir là-bas, je l'ai pas revue, quoi. J'aimerais bien savoir le pourquoi, quoi. Pourquoi on a tiré sur ces jeunes femmes, là, dans une voiture. Parce qu'avec le pourquoi, on aura le qui en même temps. Si on sait pourquoi, mais on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas, justement, c'est cette incertitude qui est pénible, quoi. De ne pas savoir. Instituteur à la retraite, Gilles a eu le privilège de faire la classe à ses 4 enfants. On retourne dans mon ancienne école, l'école d'Agnès, où elle a fait toute sa scolarité primaire avec moi. Entrez. Voilà. Les choses ont beaucoup changé ici, Gilles? Ah oui. Moi, j'avais pas des tables aussi belles que ça. J'avais un vieux parquet au sol qui prenait l'eau par les fenêtres. Et j'ai eu les 3 enfants en même temps, là. C'est-à-dire Séverine, Agnès et Pierre. C'était une classe unique à ce moment-là. Et Agnès, c'était la seule qui a jamais pu m'appeler monsieur. Les plus grands m'appelaient monsieur, comme tous les autres, mais Agnès, c'était papa. Je dis bon. Mais Agnès, c'est une bonne élève? Oui, jamais de problème. Oh, ben, elle se cassait pas la tête, hein, c'était pas... Mais bon, elle a aucune difficulté, ça coulait tout seul, quoi. Elle était juste un peu bavarde, c'était tout. C'était la joie, le bien-être. On était bien ici, quoi. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, David, Séverine, Pierre et Agnès, tout allait bien, jusqu'au jour d'un terrible accident. Quand je reviens ici, l'image la plus prégnante, c'est celle de Pierre, parce que lui, il est mort quand il était à l'école ici, là, aux vacances de Noël 82. C'était quoi comme accident? En jouant avec son frère et sa sœur, ils ont attaqué... Ils jouaient aux Indiens, ils ont attaqué un char de bois que je ramenais de la forêt. Et puis il a glissé, il est passé sous le char. Et je pense que ses frères et sœurs ont eu du mal aussi. On avait tous du mal sans doute à exprimer tout ça, mais ça a marqué aussi beaucoup ses deux sœurs et son frère. Depuis toujours, Gilles et sa femme avaient inscrit au cœur de leur vie l'aide apportée à ceux qui souffrent, aux opprimés. Mais après la mort de Pierre, ils décident de se tourner encore davantage vers les autres. Agnès découvre, grâce à ses parents, des valeurs d'altruisme, de don de soi, comme si ce drame avait nourri sa future vocation. Est-ce que vous avez compris son choix de s'engager dans l'humanitaire? Ah oui, bien sûr, oui, c'est bien. Vous l'avez accueilli comment, cette nouvelle? Moi, j'étais content qu'elle ait trouvé quelque chose qui lui allait, quoi, qui lui ressemblait quelque part, quoi.
C'est vrai toujours elle a cherché, quand elle a travaillé, même quand elle faisait ses petits boulots, c'était dans des associations. Elle a toujours travaillé dans le milieu associatif. Alors l'humanitaire, c'est le niveau au-dessus, je dirais, du niveau associatif. En 2007, Agnès part au Burundi comme psychologue humanitaire avec l'équipe d'Action contre la faim. C'est sa première mission. Elle semble avoir trouvé sa voie. Son moteur, c'était les enfants. J'ai souvenir d'une photo et elle a un enfant dans les bras. C'est un enfant qui est mort quelques temps après d'ailleurs. C'était pratiquement la première fois qu'elle tenait un enfant dans ses bras là-bas. Elle me dit voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux créer un orphelinat pour les enfants du sida. Agnès travaillait pour Action contre la faim, dont le siège est à Paris. Aujourd'hui, Séverine y retrouve Aude, qui était dans la voiture avec Agnès. Il y a aussi François Danel, le patron d'Action contre la faim. Séverine veut comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là, connaître chaque détail qui puisse faire avancer l'enquête. Ce jour du 31 décembre, on est donc parti avec des amis pour aller admirer le coucher de soleil au barrage, un endroit qu'on aimait particulièrement avec Agnès. Vous revenez d'un moment où vous venez de prendre l'apéro, donc vous êtes plutôt gai. On est très bien. Et sur le retour, alors qu'on allait ramener une amie burundaise, on s'est fait tirer dessus. On est dans un véhicule Action contre la faim. On est dans une petite ruelle, dans un coin paumé du Burundi, à Ruyigi. Il n'y a aucune lumière. Il n'y a que les phares de la voiture. On s'engage dans ce chemin. Et là, moi, la première chose que j'ai vue, c'est un éclair. Et ensuite, les coups de feu. Moi, j'avais jamais entendu de tir d'aussi près, donc je savais pas du tout ce que c'était. Mais on a su très vite, moi et Agnès, qu'il ne s'agissait pas de simples pétards et que le bruit qu'on avait entendu, c'était des tirs de Kalachnikov. Tu n'as pas perçu s'il y avait plusieurs tirs? Ah non, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas plusieurs tireurs. Pour toi, c'était qu'un tireur? Il n'y en avait qu'un. Et j'ai d'ailleurs une image très nette de cette glace qui craque. Et je suis persuadée que cette balle, c'est la balle qui ressort de mon bras. Ouais. Elle a été déviée. Tu m'as dit que la balle était passée à travers ton bras et qu'elle avait impacté le pare-brise. Oui, en fait, la balle est rentrée à l'arrière du bras et est ressortie à l'avant. Chance qu'elle soit ressortie. Agnès, un éclair, des pétards. Et toi touché au bras. Et Agnès qui dit aussi j'ai mal. Ouais. Et puis, on a vite fait demi-tour afin de se rendre à l'hôpital, quoi. C'est Pauline qui conduisait, là. C'est Pauline qui conduisait, ouais. Je vais chercher Pauline. Pauline qui était dans le véhicule avec Aude et Agnès. C'est elle qui était au volant au moment où le véhicule a été impacté par les tirs. Tout s'est passé en des millièmes de seconde. Voilà, le bruit, les éclairs, les cris. La voiture a calé, j'ai pu redémarrer et repartir. Aude a pu dire tout de suite qu'elle avait le bras touché. Enfin, pour elle, il était même arraché à ce moment-là. Et Agnès, elle a dit qu'elle avait extrêmement mal, qu'elle était touchée. Elle savait même plus dire en fait trop où. Une rafale de Kalachnikov tirée à bout portant. Agnès reçoit une balle dans le ventre. Elle avait conscience conscience ou peur que ça soit vraiment la fin. Elle le sentait. Enfin, moi, elle me demandait de me calmer. À toi?
Parce qu'elle elle me disait que je tremblais trop quand j'essayais de la tenir, enfin de lui tenir la main. Et je me souviens avoir enlevé la main et j'avais un collègue à côté de moi et j'avais la main comme ça. C'était pas moi qui tremblais en fait. Et elle s'en rendait plus compte. Quelques heures plus tard, Agnès meurt des suites de ses blessures. C'est le 31 décembre, à 6000 km du Burundi, en Bourgogne, dans la maison familiale, le téléphone sonne. À minuit. Je pensais que c'était quelqu'un qui me souhaitait la bonne année. C'était le directeur d'ACF. Des choses qui s'écroulent comme ça d'un seul coup, quoi. Depuis ce jour, Gilles construit des kilomètres de murs autour de sa maison. J'ai un peu besoin de ça pour continuer à vivre sereinement. Ça occupe beaucoup, pas rien que les mains, ça occupe aussi la tête. Ouais. Et c'est ça dont j'ai besoin, je pense. Vous avez beaucoup de souvenirs avec Agnès ici? Comment dire? Bizarrement, oui, j'en ai bien sûr, mais c'est pas tellement des... J'entends. Elle avait une façon, par exemple, quand elle téléphonait, chaque fois qu'elle m'appelait, elle téléphonait. Papa, ça, c'est des choses qui me sont restées, des sons, quoi, des mots, des sons, presque plus que des images. Je la revois à côté de la cheminée, on racontait tous ses projets, des choses comme ça, quoi. Si tu veux, ce qui manque, c'est justement qu'elle n'ait pas pu réaliser ses projets, quoi. Fait qu'elle n'ait pas pu continuer, quoi. Que ça soit arrêté comme de cette façon-là, quoi. Agnès, c'est fini, quoi. C'est ça qui est difficile. C'est de réentendre tout ce qu'elle avait envie de faire, puis que ça n'a pas pu se faire, quoi. Mais ça, bon. Gilles a perdu 2 enfants de mort violente. Il sait bien que personne ne les lui rendra, mais il admire le combat de Séverine, qui veut réparer une injustice et retrouver les assassins de sa sœur. J'ai pas assez de courage pour me battre comme elle. Et je trouve ce qu'elle fait, c'est formidable, quoi. Et je pense qu'elle en a besoin. Pour elle, c'est important, puis elle a raison. Et je la soutiens complètement dans ce combat. Mais bon, on en a parlé tous les deux, je lui ai dit, bon, c'est bien, tu te bats, continue, il faut le faire, mais il faut peut-être même sûrement s'attendre au bout à aucun résultat, quoi. Dans cette tombe, il y a mon petit frère, Pierre, et Agnès, ma petite sœur. Je peux pas me résigner à ce que ce soit juste la fin d'une vie. Je veux qu'on lui rende justice, ouais. Je veux qu'il y ait un vrai procès, je veux qu'il y ait une vraie justice. Je veux qu'on trouve le coupable, oui. Agnès, son nom ne sera pas associé à impunité. On les collera pas ensemble. Et j'ai une bagarre, c'est celle-ci, quoi.
On s'était fait la promesse de veiller l'une sur l'autre. Je l'invite à m'aider. Je lui dis montre-moi le chemin. Séverine veut refaire le chemin que sa sœur avait emprunté. Elle décide de se rendre à Bioforce, l'école des humanitaires, dans laquelle Agnès a passé 1 an. Merci. Elle rencontre Bertrand, qui a été un des formateurs d'Agnès. Bertrand, vous qui l'avez suivi jusqu'au bout, est-ce que vous avez le sentiment que quand elle a accepté cette mission, elle était prête à partir? Je pense qu'elle avait suffisamment d'outils ici à Bioforce pour pouvoir faire son choix librement et consciemment. Ça, j'en suis quasi persuadé. Quelqu'un comme Agnès, je pense sincèrement qu'elle avait tous les éléments entre les mains. Comment vous les préparez aux situations de stress extrême, de difficultés d'agression, de violence? On essaie de mettre les stagiaires en situation. Il peut y avoir des simulations de prise d'otage, il peut y avoir quelques éléments comme ça qui nous amènent. Alors on ne va jamais trop loin dans la simulation, les stagiaires mais en tous les cas, eux d'otage. vivent une situation voilà, de stress et sont amenés à réagir en fonction de ces situations de stress. Voici un exercice auquel Agnès avait participé. Sur ces images d'archives, on la voit avec ses camarades, pris en otage, pour de faux, attaqués, brutalisés et soumis à l'interrogatoire. Il y a même un simulacre d'exécution. Cette stagiaire qui craque, c'est Agnès. À l'époque, cela n'avait pas remis en cause sa détermination. Elle, qui avait fait le choix de s'engager dans l'humanitaire, savait à présent à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, une trentaine de stagiaires rentrent d'une semaine sur le terrain. Je regardais leur visage. Des personnes relativement jeunes. On sent la motivation. On fait une chaîne. Dans quelques semaines, certains d'entre eux partiront au bout du monde et pour la première fois, accomplir leur travail d'humanitaire. Je me dis que ça fait partie des choses qui l'ont motivée. Que motiver Agnès de vivre cet engouement-là, ce partage, ce système de vie collective très fort. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, elle s'appelait Agnès. Je l'ai vu sur le site d'ACF, en fait, c'est ça. Hein, j'ai vu récemment, il y a un article. Mais je trouve ça remarquable que vous faites ce parcours-là de votre sœur pour la comprendre et pour être à sa place. Et ça, c'est vraiment... Enfin, ouais. Est-ce que le gouvernement français vous accompagne dans votre démarche, dans votre enquête? On est obligé de s'en remettre à la justice. Donc c'est une bagarre continue sur qu'est-ce que vous allez faire, quand est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous avez fait ça, est-ce que si la justice n'est pas rendue, ça veut dire qu'on cautionne le fait qu'on puisse tuer des humanitaires. Donc on met en danger tout le monde. Et là, il y a un problème de fond. Alors, quelle justice pour les ressortissants tués à l'étranger? En France, c'est au tribunal de grande instance de Mâcon, d'où était originaire Agnès, que l'information judiciaire a été ouverte pour assassinat. Cela fait déjà 4 ans que Séverine harcèle la justice française et burundaise pour que l'enquête progresse. Mais rien n'y fait. Une des difficultés dans ce dossier, c'est que nous n'avons pas de convention internationale d'entraide judiciaire avec le Burundi. Donc ça veut dire que l'entraide judiciaire est basée sur simplement la coopération de terrain, la bonne volonté des uns et des autres et la réciprocité. Donc, puisque le but, c'est qu'on s'engage réciproquement à se rendre des services. Tous les 6 mois, Séverine et le reste des parties civiles ont rendez-vous avec la juge d'instruction. Mais c'est à chaque fois une grande déception. Vous ne verrez pas la juge d'instruction, Madame Pascale Sapé-Guédon. Elle refuse de répondre à nos questions en invoquant le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, le véritable secret de l'instruction, c'est qu'il n'y a pas d'instruction. David, le grand frère d'Agnès. C'est insupportable.
de rencontrer le juge qui nous raconte le même blabla qu'il y a 6 mois. Et aucun contenu, c'est insupportable. Toutes les démarches qui ont été faites, c'est ma sœur qui les a faites. La juge n'a été qu'une exécutante. Quand elle a été obligée de faire, elle a fait. Et aujourd'hui, Séverine demande à la juge de réparer une grave erreur. La juge a renvoyé au Burundi la balle trouvée dans le corps d'Agnès lors de l'autopsie. Donc la balle appartient à la procédure française, elle n'avait absolument pas retourné au Burundi. La théorie, c'est que ça appartient au Burundi. Voilà. Donc il fallait renvoyer. Moi, je pense qu'elle a renvoyé toutes les armes, les balles, et puis qu'à l'intérieur, il y avait la balle qui avait été la balle mortelle et que... J'aurais plutôt pensé qu'elle appartenait à Agnès, la balle, non? Mais oui. Moi, mon objectif, c'est que la balle revienne et qu'elle... La balle qui était trouvée dans... Oui, dans le corps d'Agnès. À l'origine, pour moi, la justice est une valeur très très forte. C'est même une valeur fondamentale. C'est ce qui donne le droit à chacun d'exister, y compris dans le souvenir. Et là, j'ai pas l'impression que la justice est présente avec nous, quoi. Ce jour-là, les parties civiles n'ont rien appris de nouveau et manifestement rien n'est fait pour récupérer la balle. C'est sûr qu'il n'y a aucun désir politique aujourd'hui, en tout cas en France, pour trouver le coupable. Ce sentiment que finalement on vous écoute, Séverine, on vous parle, on vous rassure, mais qu'en fait tout le monde s'en fout et qu'il y a un désintérêt total sur cette enquête. J'ai le sentiment que ce magistrat instructeur ne veut pas trouver la vérité. Et ce qu'on lui demande depuis 4 ans, c'est essayer de trouver la vérité. Elle n'a jamais mis les pieds au Burundi. Lorsque le juge se déplace, eh bien, toutes les autorités locales sont présentes et se disent, tiens, voilà, il y a un magistrat qui s'intéresse au dossier. Pour l'instant, il n'y a aucun sentiment au Burundi que le magistrat s'intéresse réellement au dossier. Et au Burundi, comment l'enquête s'est-elle déroulée? Vite expédiée. En seulement 48 heures, l'affaire est soi-disant bouclée, pourtant aucun témoin n'a été entendu. Sur ordre du gouverneur de la province, 4 suspects sont arrêtés et envoyés en prison. Parmi eux, Flora, une amie burundaise d'Agnès et Aude. La personne qui était avec nous dans la voiture, Flora, mon amie, elle s'est retrouvée en prison. Elle s'est retrouvée en prison parce qu'on l'a accusée d'avoir commandité ou préparé cet attentat. Alors qu'elle était avec nous dans la voiture. Qu'elle s'est fait tirer dessus. Et qu'elle s'est fait tirer dessus. Il faut attendre 2 mois pour que 2 policiers français se rendent au Burundi. Ils relèvent les impacts de balles sur la voiture et rapportent en France 7 fusils Kalachnikov, qui pourraient être à l'origine des tirs. Des armes appartenant à des policiers en faction près de la scène de mitraillage. Mais l'enquête des policiers français s'arrête là. Ils ne sont pas autorisés à recueillir des témoignages sur place. Moi, ce que je reproche à la justice française, c'est le manque de réactivité. Être sur le terrain tout de suite, récolter les preuves tout de suite, récolter les témoignages tout de suite. Moi, j'ai même pas été entendue par la police burundaise. J'ai été entendue par la police française plusieurs semaines après. Pendant 2 ans et demi, il ne se passe plus rien. Ce que je constate, c'est que la volonté de chercher, elle n'est pas là. Grâce à sa persévérance, Séverine obtient enfin que 2 policiers français retournent au Burundi. L'enquête reprend. Ils interrogent une trentaine de témoins. Mais au cours de leurs investigations, ils échappent de justesse à un attentat à la grenade. Ils ont vu un individu avec les mains dans le dos s'avancer vers le véhicule à distance suffisante pour balancer les 3 grenades sur le véhicule dans lequel ils étaient en train de s'installer. Quelques secondes, ils se prenaient 3 grenades sur la tête. Concrètement, si les policiers, et c'est ce qui a été établi au Burundi, ont été agressés pour interrompre leur mission, c'est qu'il y avait intérêt à ce qu'ils n'enquêtent pas. Donc qu'ils ne découvrent pas la vérité sur la mort d'Agnès. Mais plus surprenant, l'État français ne porte pas plainte, les policiers non plus.
Ce qui est certain, c'est que les policiers français ont été rapatriés en urgence, qu'il y a bien eu un préjudice important et qu'ils ont été visés en qualité de personnes. Vous dire pourquoi il n'y a pas eu de dépôt de plainte, je crois que ça ne ressort pas de la compétence du procureur, là. C'est des policiers en mission, donc c'est l'État français qui est agressé à ce moment-là. Le fait que le ministère de l'Intérieur ne se positionne pas du tout là-dessus me laisse complètement pantois. Moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on envoie des policiers en mission sur un territoire étranger et que parce qu'ils n'ont pas été tués, on considère qu'il ne s'est rien passé. En tant que citoyenne française, je suis choquée. Puisque la juge ne veut pas se rendre au Burundi, eh bien c'est Séverine qui décide d'y aller. Dimanche, je m'envole, dimanche, je vais là-bas. Je vais vivre plein de choses qui vont être certainement plein d'émotions. Là-bas, je ne sais pas ce que je vais trouver. Je ne m'attends pas à un miracle. C'est la deuxième fois que Séverine fait ce voyage. Le Burundi est l'un des plus petits pays d'Afrique. Il est grand comme la Bretagne. Et sans doute l'un des plus pauvres, traumatisé par de longues années de guerre civile interethnique qui ont fait des milliers de morts. Un pays en proie au banditisme où les armes circulent facilement. C'est pas complètement tranquille. Pas complètement. C'est toujours explosif. Il paraît que dans cette zone, ce soir, il y a eu des tirs. Et quand il y a des tirs comme ça concerne des personnes particulières? Oui, ça cible des gens. Des fois, c'est le gouvernement qui élimine un type de l'opposition, c'est l'inverse. Ouais. Ou alors, ce sont des voleurs à main. Au Burundi, y a-t-il une réelle volonté de trouver les coupables? Depuis 4 ans, la patience de Séverine a atteint des limites. Et c'est son avocat burundais qui en fait les frais. Maintenant, c'est où vous bougez, ou vous continuez à faire semblant. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait semblant jusqu'à maintenant. Je vais être casse-pied, Raphaël. Et je suis pas venue là pour faire du politiquement correct. Le lendemain, rendez-vous avec l'ambassadeur de France. Oui. C'est sous escorte policière que la délégation décide de retourner dans le village de Ruigi, où a été tuée Agnès. Ça me rassure pas forcément d'être aussi visible, aussi entourée de forces armées. Le soir du 31, ici, il faisait nuit noire. Il n'y a pas d'éclairage public dans ces rues. Alors qu'il n'y a que l'éclairage des phares. La dernière fois que des policiers français sont venus, c'est ici qu'ils ont échappé à un attentat. Séverine a peu de temps pour procéder à la reconstitution de l'attaque qui a tué sa sœur. Disons que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Après, je ne mène pas l'enquête sur les pistes d'enquête en tant que telles. Je ne cherche pas à savoir, à la place du travail des policiers ou des juges d'instruction. Mais savoir ce qui s'est passé ce soir-là, c'est la moindre des choses, oui. Y avait-il un ou plusieurs tireurs? La reconstitution établit qu'il n'y avait qu'un tireur et qu'il y a eu 2 rafales sur le côté. Ici. Le tueur était embusqué. Il était là. Derrière le mur, caché dans l'ombre. Le véhicule d'ACF était-il vraiment la cible du tueur? On demande à ce que la piste de l'erreur de véhicule soit étudiée depuis le début, mais elle ne l'a jamais été. Le véhicule d'ACF aurait pu être confondu avec celui d'une autre ONG, du nom de Maison Shalom, Maison de la Paix, qui se trouve justement dans cette même rue. Une association présente dans tout le Burundi, créée pour venir en aide aux orphelins de la guerre civile. En 20 ans d'existence, elle aurait secouru près de 20 000 enfants défavorisés. Le 4x4 qui circulait là habituellement était le 4x4 Maison Shalom et très fréquemment. Le 4x4 ACF est venu pas plus de 3 fois, mais 3 fois en 3 ans. Donc la probabilité d'attaquer Maison Shalom ici est très probable. Maggie, la présidente de cette ONG, a fait une importante révélation à Séverine. Moi, ce qu'elles m'ont dit, c'est que très clairement, pour elles, c'est elle qui était visée. Et c'est pas à exclure, franchement, c'est franchement pas à exclure. Qui aurait pu en vouloir à Maggie? Une personne très influente dans le pays, très médiatique,
mais qui, selon les autorités burundaises, pourrait tout aussi bien apparaître comme étant l'instigatrice de l'attentat. Difficile à croire, mais tous les scénarios sont possibles. Peut-être qu'il y a eu une concurrence entre les ONG qui a fait qu'il fallait virer Action contre la faim. L'autre personnalité impliquée dans l'affaire est le gouverneur de la province, homme très puissant qui dirige la police. Rappelez-vous, c'est lui qui a mené l'enquête à ses débuts et fait emprisonner des innocents. Le gouverneur n'a jamais été auditionné par les magistrats. Quelle est la place que le gouverneur occupe aujourd'hui? Le gouverneur de l'époque est ministre aujourd'hui. Autre fait troublant de l'affaire, des policiers étaient en faction ce soir-là, à 150 mètres du lieu des tirs. Cette piste-là n'a jamais été regardée par les autorités burundaises. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de ne pas interviewer, de ne pas auditionner ces policiers, on n'a pas inspecté leurs armes immédiatement. Parmi eux, un homme à la réputation de tueur qui aurait pu agir à la solde d'un commanditaire. Cet homme est aujourd'hui recherché par la police française comme suspect numéro 1. Il a déserté la police et s'est enfui, mais au Burundi, personne ne s'en inquiète. Séverine continue le parcours de souffrance de sa sœur. Après l'attaque, Pauline a conduit Agnès et Aude jusqu'à l'hôpital de Ruigi. Ce que je sais, c'est qu'Agnès a hurlé là pendant des heures. C'est là qu'elles ont reçu les premiers secours. Là, j'ai commencé à stresser parce que justement, en tant qu'infirmière, je vois bien quand même ce dont on a besoin dans ces cas-là et surtout ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire des poches de sang, c'est-à-dire des chirurgiens, c'est-à-dire une équipe de bloc opératoire, c'est-à-dire de la morphine. Et vous êtes infirmier ici? Oui, depuis là. Et vous soignez beaucoup de gens? Oui. Beaucoup de blessés? Quelquefois, oui. Blessés par balle? Par balle, par grenade, par accès de la voie publique, vélo, moto, auto, armes blanches. Il y a beaucoup de blessés? Oui, oui. Le moment dont Aude se souviendra à jamais, c'est le dernier souffle d'Agnès. Ouais. Le moment exact où elle a expiré, ouais. Voici ce qui était autrefois la maison où Agnès a passé les 6 derniers mois de sa vie. Ironie du sort, aujourd'hui le bâtiment est devenu un centre de lutte anticorruption. Est-ce que la maison a beaucoup changé? Pas beaucoup. Ok. Ce qui devait être la cuisine à l'époque. Là, c'était sa chambre. Je sais que dans cette chambre, elle y était bien. Agnès aimait vivre de manière simple. Mais même dit à un moment donné, je rêve de voyager en ayant comme maison qu'un tapis. Parce que sur un tapis, je peux tout recréer mon univers. Et je pourrais voyager juste très légère avec mon tapis sur le dos. Merci. Agnès partageait cette maison avec ses 2 amies, Aude et Pauline. Et c'est là aussi où, dans ce cercle, la dernière photo d'Agnès a été prise. Alors à l'époque, c'était couvert. Il y avait un magnifique banc en bois qui est la dernière image qu'on a d'elle. Il existe peu de photos d'Agnès.
C'était une jeune femme discrète qui ne se mettait jamais en avant. Et donc tout cet endroit était géré par les équipes d'Action contre la faim. Agnès s'occupait des mères de famille et enfants atteints du sida. C'est des plastiques, mais c'était Action contre la faim qui les gérait. Et Action contre la faim s'occupait d'enfants malnutris, comme ce petit garçon. François emmène Séverine découvrir le centre où travaillait Agnès. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ferdinand. Ferdinand. Et Ferdinand, donc c'est un petit enfant marasmique. Donc c'est une des deux formes de la malnutrition avec le kwashiorkor. Avec des jambes toutes raides, il a plus de chair sur les os. Le manque de protéines. Donc il manque de tout. Mais on sait comment soigner ça, c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont efficaces et en 5 semaines, s'il prend les bons laits, s'il prend les bons F100 et les bons protocoles, il peut être sauvé, il peut retrouver le sourire. Parce que une des autres caractéristiques de ces enfants, c'est qu'ils ne sourient plus du tout, qu'ils sont tristes, qu'ils sont repliés sur eux. Ouais, tu sais qu'on parle de toi. Je pense même à l'Italie qu'il n'y a pas de prise en charge adéquate parce que la solidarité, c'était une ONG française aussi qui s'occupait de ça, n'est plus là. Pourquoi ACF n'est plus là aujourd'hui? Il arrive que des humanitaires soient tués alors que justement ils étaient là pour aider les autres, pour soutenir les populations, pour soutenir les plus vulnérables. Et c'est ce qui est arrivé à Agnès. Et dans la mesure où on ne comprenait pas ce qui s'était passé et que Action contre la faim, en tant qu'organisation, pouvait être menacée, j'ai pris la décision de retirer toutes les équipes du Burundi avec l'idée que peut-être un jour on pourrait revenir au Burundi si on avait compris ce qui se passait en ce qui concerne la mort d'Agnès. Agnès avait fait le choix de consacrer sa vie à ses enfants. Pour lui rendre hommage, Séverine a décidé d'ériger une stèle en sa mémoire. Je trouve qu'elle souligne à la fois son engagement et la fin de sa vie. Et c'est les deux choses que je souhaite qu'on n'oublie pas. Séverine veut recueillir les témoignages des gens qui ont travaillé avec sa sœur. Mais ces discussions se passent sous haute surveillance, avec surtout le procureur du Burundi, ici en costume sombre, qui veille au grain. Impossible de poser la moindre question qui pourrait concerner l'enquête. Et vous y comprenez quelque chose? Oui. À ça? Qu'est-ce que les gens de Rugui disent sur sa mort? Sur le fait que... Sur ce que disent les gens? Ah bon? Qu'est-ce que vous pensez de sa mort? De quoi Mais ça peut être un témoignage simplement de ça m'a choqué. Je ne pose pas des questions du contenu d'enquête. Bon, j'ai pas le droit de poser de questions, donc il faut que j'arrête d'interviewer les gens, que je dise simplement ce que j'en pense, quoi. Fin de l'entretien. Et l'ambassadeur de France qui surenchérit, diplomatie oblige. C'est un témoignage de mémoire, ce n'est pas une enquête. C'est un effet. J'ai demandé à M. Valentin qu'est-ce que les gens de Rugui pensent de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de l'enquête? Ça veut dire quoi de ne pas pouvoir parler d'Agnès, quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour pas qu'on en parle? Je suis persuadée que les gens savent pertinemment ce qui s'est passé. Et ils ne disent pas parce que c'est une question de survie, pour l'essentiel. C'est leur protection. Mais c'est sans compter sur l'obstination de Séverine. Elle bouscule le protocole et force la porte des autorités judiciaires du pays pour réclamer ce qu'elle est venue chercher ici en priorité. La balle retrouvée dans le corps d'Agnès. C'est dans le commissariat de la ville que Séverine retrouve les scellés. Ils sont conservés intacts. Le 7 janvier 2008, elle a été extraite du corps d'Agnès au moment de son autopsie. C'est la balle qui l'a tuée. Principale pièce à conviction,
Cette balle pourrait permettre d'identifier l'arme du crime. J'ai des frissons de la tête aux pieds. C'est un tout petit bout de métal de rien du tout. Elle retourne là où elle aurait jamais dû partir. Ça donne des chances de pouvoir avancer, on va dire. Waouh. Bon. La balle retournera en France par valise diplomatique. Séverine vient de remporter une grande victoire, mais son combat ne s'arrête pas là. Elle a décidé d'alerter la presse locale. On a l'impression que la vérité ne peut pas avancer, qu'elle ne doit pas avancer, comme s'il y avait des plombs qui entravaient l'avancée de cette affaire. En France, du fait de la lenteur, j'ai l'impression qu'on ne veut pas chercher. Mais je me demande si au Burundi, on veut trouver. Donc je suis furieuse de la façon dont ça a été mené pendant 4 ans. Je suis furieuse de la façon dont ça a été mené ici. Je suis furieuse de la façon dont ça a été mené en France. Je demande aujourd'hui à ce que des choses concrètes soient menées. Je demande à ce que des choses concrètes soient menées et vérifiées. Et j'estime être totalement victime d'une injustice. Et je demanderai justice jusqu'au bout. Six mois plus tard, je retourne en Bourgogne, dans la maison familiale. Séverine est là, avec tout son état-major, dont son avocat. Il s'agit de mettre au point la stratégie du lendemain. Le procureur burundais qu'on verra demain, visiblement, a envie de bouger et de trouver le coupable. Et de reprendre Car le Burundi a désigné un nouveau procureur. Ce qui m'inquiète, c'est ces enquêteurs. Il s'agit du plus haut magistrat de l'État, et demain, il sera en France. Est-ce qu'il a eu connaissance des questions qu'on a l'intention de lui poser ? Est-ce qu'il est d'accord avec le fait qu'on lui pose des questions nous-mêmes ? De toute façon, on lui posera des questions. Ce soir, tous les espoirs sont permis. De votre accueil. Les deux procureurs français et burundais font leur entrée. Bonjour. Bonjour. Dans toute affaire criminelle, je pense qu'il est extrêmement important de garder l'espoir, donc de rester optimiste, de rester ouvert et pugnace sur la poursuite de l'enquête. Par expérience, des affaires aboutissent 10 ans plus tard, parfois, c'est extrêmement long. Par expérience aussi, des affaires aboutissent sur un détail, il ne faut pas abandonner. Il faut qu'on montre bien aussi aux autorités burundaises que la France va suivre ce dossier jusqu'au bout et que les autorités judiciaires soient là-dessus très pugnaces. L'audience a, semble-t-il, été un succès. En parole, tout au moins. Je lui dis que parmi les pistes, celle de l'erreur sur la voiture et même d'une manipulation du gouverneur est vraiment importante pour nous. Il a dit oui, je vous entends. Il a l'air bien ce monsieur-là. Oui, réactif. Ouais. Maintenant, savoir ce qu'il pourra faire, c'est autre chose. Apparemment, il veut faire. C'est la première fois que j'entends parler d'équipe. Voilà. Il a envie, profondément, de repartir à zéro dans l'enquête. À partir de tout ce qu'on a dit. Ça m'intéresse. Il a pris des engagements quand même assez importants. Quand M. Chabert lui a demandé s'il y avait des personnes importantes impliquées, tout le monde sera poursuivi, quoi. Un an après les promesses du procureur burundais, rien n'a bougé. La piste qui pourrait impliquer de hauts dignitaires continue d'être écartée. Et en France, la juge d'instruction refuse toujours de se rendre au Burundi. C'est un beau gâchis. On sait toujours pas pourquoi on a fait ça. On sait toujours pas ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. On sait pas si c'est nous qui étions visés ou pas. On sait pas si on était juste pas au bon endroit, pas au bon moment. Et puis
Et puis moi j'ai une perte de confiance totale dans la justice en fait. Combien de temps il va falloir attendre? Je peux pas le dire. À la vitesse à laquelle on va, ça peut durer 40 ans là. Non, sincèrement, c'est du domaine pratiquement du ridicule. Si on ne veut pas faire d'enquête, on s'y prend pas mieux. Pendant ces 5 ans de combat, Séverine a parfois craqué. Mais elle ne l'a jamais montré. À bout de nerfs devant l'inertie de la justice française et la mauvaise foi de la justice burundaise. Le sentiment, pour elle et sa famille, d'être humiliés, qu'on ne respecte pas le souvenir d'Agnès. Mais cela n'a pas entamé sa détermination. Séverine veut toujours savoir qui a tué sa sœur. Elle se tourne aussi vers l'avenir. Elle a donné naissance à un petit garçon, Clément. Tu veux te promener? Faut dormir maintenant. Oh là là. Faut que je te promène aussi. C'est ça. Oh bah oui. Voilà. On va se promener. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu votre papa aussi heureux. Que je le vois avec un grand sourire comme ça qui reste, ouais. C'est la première fois que je le vois avec un bébé dans les bras aussi. Ouh, gros sommeil. Ouh, ouh. Hop, c'est reparti un tour. Hop, on redémarre. Ah bah non. Non, c'est chouette. Je trouve ça très chouette. Vous aussi, c'est vrai, vous avez retrouvé le sourire. Je l'avais plus. Un bonheur qu'elle aurait tant voulu partager avec sa sœur. Agnès est partie avec un idéal. S'engager pour les plus démunis, les opprimés, les délaissés. Par sa mort, elle a rejoint ceux qu'elle aimait, si souvent victimes de l'indifférence.